Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 21 août 2023. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution ni aucun mandat de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Trudeau et les hypothèques, en anglais pour le reste du Canada, mortgage, et les banques. Donc, Trudeau et les hypothèques. Au cours des derniers mois, vous vous êtes aperçu que le taux directeur des banques a légèrement augmenté, c'est-à-dire qu'il a augmenté de façon progressive de mois en mois. Cette augmentation a eu pour effet de faire en sorte que l'hypothèque est de plus en plus coûteuse au Canada. Qu'est-ce que l'hypothèque? Bien, l'hypothèque, c'est un gage, en quelque sorte, dont vous avez la possession, mais sur lequel la banque détient des droits en cas de défaut de payer les mensualités prévues au contrat d'hypothèque. Ces hypothèques sont souvent représentent des sommes considérables qui vous ont permis de faire l'acquisition de propriétés. Maintenant, il faut comprendre que la mission première des banques, évidemment, c'est de prêter de l'argent, mais c'est aussi de protéger les épargnes des épargnants, c'est-à-dire de faire en sorte que les personnes qui ont épargné durant leur vie, durant une période de temps, et qui ont confié aux banques leur épargne, de faire en sorte que cette épargne conserve cette valeur, conserve une valeur. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de certains placements, on va offrir un taux d'intérêt qui fait en sorte que la banque peut conserver votre argent, vous payer un intérêt qui va protéger votre capital contre une dévaluation possible ou éventuelle. L'augmentation des taux directeurs augmente le coût de l'hypothèque. L'hypothèque coûte plus cher, mais l'épargnant, lui, a l'opportunité de faire des placements et d'obtenir un meilleur intérêt. Les banques se situent donc au milieu de cette relation entre le débiteur hypothécaire, d'une part, qui voit ses taux d'intérêt augmenter, autrement dit, l'hypothèque lui coûte plus cher que ce qu'elle lui coûtait, et l'épargnant qui, lui, bénéficie d'un taux d'intérêt qui, lorsque va venir le temps de renouveler ses placements, un taux d'intérêt qui va être supérieur. Donc, la banque, en quelque sorte, jugule les rapports entre le débiteur hypothécaire et l'épargnant qui, lui, souhaite voir augmenter son capital. Il faut comprendre que les banques jouent un rôle essentiel dans l'histoire du Canada, et ça depuis le début. Au Québec, évidemment, cela a pris la forme notamment du mouvement coopératif des jardins. Mais revenons aux banques. Quel est le véritable pouvoir des banques? Eh bien, on voit qu'il est énorme parce qu'au Canada, nous avons besoin d'une propriété, nous avons besoin d'un toit sur la tête en raison du climat. Et il faut comprendre que dans certains pays, il y a des bidonvilles, je pense au Brésil, l'Argentine, ou encore dans certains pays africains où le climat fait en sorte qu'on peut vivre avec pratiquement un treillis métallique quelques 2 par 4 et on se construit une cabane. Donc, ce qui explique l'existence des bidonvilles en Afrique et en Amérique du Sud. Mais au Canada, on n'a pas le choix, on a 4 saisons l'hiver, donc il faut une résidence. Et les gens aiment bien être propriétaires, hein, le grand rêve d'être propriétaire. Ce qui donne énormément de pouvoir aux banques ce qui permet aux gens d'acquérir une propriété, d'acquérir une résidence pour y habiter avec leur famille. Donc, et ça se traduit notamment par le revenu, les émoluments que perçoivent les présidents de banque par rapport au premier ministre. Exemple, Trudeau est payé environ 1,5 million par année pour son service en tant que premier ministre.
Les présidents de banque, eux, sont payés souvent autour de 10, 15 et même 20 millions par année, on peut imaginer. Donc, il faut comprendre que les présidents de banque et les banques ont énormément de pouvoir au Canada. Maintenant, au cours de la COVID, il s'est produit un phénomène absolument, je vous dirais, unique dans l'histoire du pays, à savoir que, uniquement, il y a eu l'époque de Pierre Trudeau, qui était aussi un grand dépensier, mais je vais retenir mon attention sur Justin Trudeau et son comportement, ses décisions économiques durant la COVID. Lui, il a décidé, en quelque sorte, d'imprimer de l'argent pour aider la population qui était souvent confinée, c'est-à-dire qui ne pouvait plus travailler ou qui vivaient dans des conditions extrêmement limitées et d'autres personnes qui voyaient leur travail limité dans leurs déplacements. On pense entre autres à la crise des camionneurs et à toutes les restrictions qui ont été apportées au fait de voyager, à l'imposition du fameux vaccin. Donc, pour aider les Canadiens, Justin Trudeau a décidé d'imprimer de l'argent. Bon, dans plusieurs vidéos, je vous ai expliqué les notions de base de sciences économiques que Justin Trudeau n'a jamais compris et que lui ou ses conseillers n'ont jamais compris. L'économie se compose de 3 éléments et cette théorie économique que je vais vous exposer, c'était celle qui était supportée par les Américains et par les Allemands, les nazis, durant la Deuxième Guerre mondiale. L'économie se compose de 3 éléments fondamentaux. Vous avez la main-d'œuvre, vous avez les matières premières et vous avez la devise. Imaginez, le modèle algébrique, le modèle arithmétique, vous avez une ligne, vous avez les numérateurs et le dénominateur. Les numérateurs sont la main-d'œuvre et les matières premières. Le dénominateur commun, c'est la devise, autrement dit le dollar. Pourquoi on a le dollar? Parce qu'autrefois, les citoyens faisaient du troc. Hein? Un agriculteur, par exemple, pouvait, pour obtenir du bois, pouvait échanger des légumes pour quelques planches et ainsi de suite. On faisait du troc. Mais pour favoriser les relations, pour favoriser le commerce, on a institué une devise, c'est-à-dire une monnaie qui existe d'ailleurs depuis l'époque des pharaons et qui fait en sorte qu'on peut s'échanger des biens sur la base, finalement, d'une pièce commune sur laquelle tout le monde s'est entendu pour lui donner une valeur. Donc, c'est cette synergie de la main-d'œuvre, de matières premières et de la devise que naît l'économie, qu'exige l'économie. En fait, qu'existe l'économie, dis-je. Donc, vous avez la main-d'œuvre qui est le travail répétitif en milieu manufacturier, par exemple, ou encore dans le secteur primaire, on pense aux pêches, l'agriculture, le bois, les mines. On pense au secteur secondaire, l'industrie manufacturière, secteur tertiaire, le commerce. Donc, vous avez la main-d'œuvre, les gens qui travaillent et qui créent aussi de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire du know-how technologique, une façon de faire les choses. Et ça, c'est propre à la main-d'œuvre. Ensuite, vous avez la matière première à proprement parler, que tous les produits de la terre, l'agriculture, les produits de la pêche, le bois, les mines, etc. Donc, c'est la synergie de ces 3 éléments qui fait l'économie. Maintenant, qu'est-ce qui se produit lorsqu'on décide de confiner une population pour des raisons de santé publique ou peu importe, et qu'on imprime de l'argent? Eh bien, on imprime de l'argent sur une non-valeur, puisque les gens ne travaillent pas. Ils sont confinés. Et là, on imprime. Ça a pour effet de diluer la valeur de notre devise, de notre dollar. Et notre devise est toujours en concurrence avec la devise des autres pays, parce que chaque pays a cette même synergie économique de la main-d'œuvre, de la matière première et de la devise. Autrement dit, ce modèle arithmétique, comme une règle de 3, à 3 éléments, bien, se répète dans chaque pays, dans chaque entité nationale. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec un dollar fortement dilué. Et là, les banques ont le devoir de protéger
les épargnants, c'est-à-dire les personnes qui ont des sous à la banque, et de leur donner, de leur reconnaître en quelque sorte une sorte de mérite d'avoir préservé et de leur donner un bon intérêt pour les sommes qui sont confiées aux banques et que les banques, à leur tour, prêtent ces argents. Donc, pour protéger les avoirs des épargnants, pour protéger l'économie de ceux qui ont été suffisamment sages et prudents, eh bien, on augmente les taux d'intérêt. Et cette augmentation des taux d'intérêt a un impact direct sur les contrats d'hypothèque négociés par les banques avec les débiteurs hypothécaires, c'est-à-dire avec les propriétaires. Il est certain que ça va faire mal, et ça commence déjà à faire mal, et le Parti conservateur mise beaucoup sur cette espèce d'injustice apparente créée par les libéraux en raison de leur incompétence, c'est-à-dire d'avoir imprimé de la devise sans que ça corresponde à du travail, sans que ça corresponde à une richesse quelconque. Autrement dit, on a imprimé du papier pour du papier. Par conséquent, la valeur, pour maintenir une certaine valeur au dollar canadien, les banques n'ont pas le choix que d'augmenter le taux. En fait, la Banque du Canada augmente le taux directeur et les autres banques suivent, chacune adaptant, selon les différents contrats d'hypothèque, le taux d'intérêt. Donc, on assiste présentement à une véritable inflation au chapitre de l'immobilier, au chapitre aussi de l'alimentation, parce qu'on sait que, évidemment, les gouvernements sont contre le pétrole, l'augmentation du prix de l'essence a un impact sur la chaîne d'approvisionnement, ce qui veut dire que la facture d'épicerie augmente pour tout le monde en fonction de cette inflation artificielle créée par le gouvernement qui a décidé d'aller vers l'économie verte. Mais ça, je reviendrai là-dessus, sur cette histoire d'économie verte. Et là, on assiste véritablement une période où on peut penser que l'inflation va nous mener à une récession, c'est-à-dire à des pertes d'emplois, à des fermetures d'entreprises, ce qui est déjà commencé, soit dit en passant, et qui frappe particulièrement fort dans le secteur du commerce de détail et de la restauration, par exemple. Donc, et on peut peut-être même penser que cette récession pourrait nous mener à une crise économique se définissant comme lorsque le gouvernement n'est plus en mesure de créer des programmes pour relancer l'économie et qui va devoir laisser en quelque sorte le libre marché faire son œuvre, qui risque de faire beaucoup de victimes, de créer une situation de pauvreté, de misère, voire de famine pour bon nombre de citoyens qui faisaient partie de la classe moyenne et qui vont se retrouver dans des situations absolument épouvantables puisque le gouvernement tellement endetté, ayant tellement imprimé de cette devise, ne peut plus le faire sans affecter de façon majeure les épargnes de ceux qui ont fait confiance aux banques pour leur confier leur avoir. Donc, ça risque de créer une crise économique qui va ébranler le système bancaire, et ce qui risque d'être malheureusement la prochaine étape de l'évolution économique du Canada en raison des décisions de Justin Trudeau qui sont la manifestation d'une incompétence crasse absolument épouvantable en raison de la COVID, mais aussi en raison de cette pseudo-économie verte dont on nous parle et qui continue d'occasionner un bouleversement économique absolument sans précédent dans l'histoire du Canada, mais qui est dans la foulée de la COVID et dans la foulée de l'influence chinoise dont je vous ai beaucoup parlé. Donc, voilà, c'était mon propos pour aujourd'hui. C'est malheureux, ce sont des mauvaises nouvelles, mais malheureusement, ça reflète ce qui se passe dans la réalité de nombreux Canadiens et Canadiennes. Et voilà, là-dessus, malgré tout, je vous souhaite une excellente semaine et on va se revoir pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon site et à partager. Voilà, donc, bonne
Bonne journée et à la prochaine.